Alors, si vous avez fait votre épicerie récemment, je pense que tout le monde l'a fait à chaque semaine, donc je ne vous apprends rien, ça a augmenté pas mal les prix. Vous savez, ça c'est un truc que l'on ignore quand on pense qu'il y a juste une façon de refiler la facture des tarifs douaniers, c'est de la refiler aux clients. Aux États-Unis, à la demande de Donald Trump, beaucoup d'entreprises ont décidé d'assumer elles-mêmes les coûts qui se sont vus à être augmentés. Donc, il y a beaucoup de clients dans plusieurs secteurs d'activité qui ressentent même pas encore, je dis bien encore, la nouvelle réalité des Américains, la nouvelle réalité des Canadiens aussi, soit celle des tarifs. On va en parler avec Sylvain Charlebois, qui est un expert en agroalimentaire, qui comprend ce qui se passe dans les épiceries. Parce que, M. Charlebois, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça, moi, savoir, est-ce que ça serait possible, parce que là, on croit comprendre que les épiceries refilent la facture aux clients, est-ce que ça serait possible pour elles d'assumer une partie de ces coûts-là? Ben, en fait, c'est un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, hein. Il y a quelques mois, le président Trump avait demandé à Walmart, qui publiait ses résultats financiers aujourd'hui même, on mentionnait il y a quelques mois, on demandait à Walmart de manger les tarifs, donc d'absorber le coût des tarifs. Et ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que justement, les épiciers, dont Walmart est numéro un aux États-Unis, là, donc c'est pas rien. On voit que le taux d'inflation alimentaire diminue aux États-Unis malgré la fiesta des tarifs là, de M. Trump. Là, on est en mesure de contrôler quand même le taux d'inflation alimentaire. Or, au Canada, ce qu'on s'est aperçu mardi avec les nouvelles données de Statistique Canada, c'est que le taux d'inflation alimentaire augmente au Canada à 3,4. Donc, il y a une différence d'à peu près 0,5 maintenant et ce delta-là risque d'augmenter avec le temps. Ben, au Canada, là, on voit quand même une augmentation assez importante. Là, le café, les fruits aussi, les raisins. Oui, il y a des aliments, c'est pas compliqué. Là. Je suis pas à plaindre dans la vie, mais j'en achète plus. Là. Des avocats, là, ça va faire, là, payer un Ben, dollar ou 2 l'avocat. Là. ouais, c'est pas une coïncidence, hein. Les catégories que vous venez de mentionner sont tous assujettis à des contre-tarifs d'Ottawa, pas de Washington, d'Ottawa. Donc, il y a quand même plusieurs produits qui sont affectés par la réponse d'Ottawa. Là, en fait, ces contre-tarifs-là existent depuis mars. Et oui, on a des tarifs sur le thé, café, agrumes, plusieurs fruits, raisins, beaucoup de produits secs au centre du magasin aussi. Puis là, on s'en aperçoit à l'épicerie là maintenant. Mais c'est ça, mais pendant la COVID, là, je me rappelle, les entreprises. Métro, par exemple, était l'une des grandes entreprises au Québec qui était capable de faire voir ses profits être en croissance comme ça. Là, Monsieur Laflèche était allé à Ottawa et avait été capable quand même, moi je lui avais trouvé beaucoup de courage ce jour-là, si c'est pas de la témérité, il avait été capable de dire aux journalistes, non, 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 nos profits sont pas vraiment en croissance. Quelques semaines après, les états de compte étaient publiés, puis on voyait bien que ça se passait très bien chez Métro. On avait enlevé la prime COVID aux employés qui étaient payés un peu plus cher parce qu'ils avaient le courage de venir travailler. Là, je regarde ce qui se passe en ce moment, puis je vous ai posé la question, mais j'ai l'impression que les entreprises qui sont dans l'alimentaire, ils pourraient faire un petit effort pour faire en sorte que des raisins, ça ne nous coûte pas 30 plus cher en ce moment. Là. Ben, c'est une bonne question philosophique. Bon, si on regarde les ventes alimentaires au sein des grandes chaînes d'alimentation, là, Loblaws, Sobeys, Empire et puis Metro, là, on s'aperçoit assez rapidement que les vecteurs de richesse au sein de ces entreprises-là ne sont ne sont pas l'alimentaire, c'est plutôt le cosmétique. Les chaînes de pharmacie, vous venez d'évoquer Métro. Métro a deux chaînes de pharmacie, Jean Coutu et Oui. puis Brunet. Dans le cas de Loblaws, leur banque, là, c'est Shoppers. Là. Vraiment, là, quand on regarde les états financiers, on voit vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de revenus et de profits qui émanent de ces divisions-là. Par contre, il y a beaucoup de gens qui argumentent, ben, pourquoi pas prendre ces divisions-là pour subventionner les ventes alimentaires? Finalement, c'est un peu ça votre question, là. Oui, ben Parce oui, que, peu importe comment ils procéderaient, là, ça leur appartient, mais en tout cas, ça ne serait pas le ben, client qui ils paierait font tout. pas d'argent. Les marges brutes en alimentation ont vraiment pas changé là, depuis 5 6 ans. Donc, il n'y a pas d'abus au niveau des ventes alimentaires. Mais est-ce qu'il y a de l'abus pour ce qui est du pharmaceutique, du cosmétique? C'est possible. Mais encore une fois, on se pose la question, est-ce que les bannières devraient justement utiliser ces divisions-là pour
subventionner, entre guillemets, certaines ventes de produits alimentaires, surtout les produits les plus essentiels. Ouais, mais vous dites que c'est une question philosophique. Moi, vous savez, je vais être plus dur envers ma propre question et peut-être naïve aussi, hein, parce que ce que je suis en train de vous demander, c'est pourquoi les épiceries n'acceptent pas de faire moins de profit, mais pour une durée courte, là, pour une durée déterminée dans le temps. Donald Trump ne sera pas le président des États-Unis jusqu'en 2075. Après, il y a des conseils d'administration, il y a des gens qui refuseraient d'aller dans ce sens-là, mais le problème aussi, c'est qu'il y a une sorte de cartel des épiceries. Là. Les grands épiciers, ça ne fait pas leur affaire qu'un nouveau joueur arrive. D'ailleurs, ça réveille cette question-là, ce grand enjeu-là. C'est pas le moment de faire entrer un nouveau joueur sur le marché? On a toujours besoin de plus de compétition. Même s'il n'y a pas Mais d'oligopole. particulièrement en ce moment. Mais ce que je remarque au Québec particulièrement, il y a deux choses qui se passent. D'ailleurs, bon, d'abord, est-ce qu'il y a un contrôle de quelques joueurs? Absolument, absolument. Est-ce qu'ils font de la bonne argent? Absolument. Mais quand on regarde les marges, on parle de marge de 2 à 4 là. C'est pas énorme. Dans le cas de l'Arblaz, on vend pour 70 milliards de produits alimentaires pour générer peut-être environ 700 millions de dollars. Comme investisseur, c'est pas énorme, là. C'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, 100 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais ce qui se passe actuellement au Québec, ce qui est intéressant, sans attendre le chevalier sauveteur comme Aldi ou Lidl, de plus en plus, il y a des chaînes de liquidation qui émergent là, en région. Là. Et je pense notamment à Liquidation Marie dans le Nord. Il y a même des magasins sur l'île de Montréal. Il y a J'économise au sud de Montréal, 5-6 magasins. De plus en plus, les indépendants prennent de plus en plus de place. Pourquoi? Parce que les consommateurs recherchent de plus en plus d'aubaines. Et en plus, dans le cas de Métro et de Loblaws, on a fait plusieurs conversions de magasins traditionnels en Super C ou en Maxi. Je suis sûr que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de Maxi et de Super C. Pourquoi? Parce que le marché est beaucoup plus économe qu'avant. Tu sais, je parlais des avocats qui coûtent très, très cher. C'est des cas d'espèce, évidemment, là, mais il y a des prix qui sont de l'ordre du ridicule, presque même du méprisant. Là, on va pas voir passer un gros sac de raisins qui nous coûte 16 piastres. Là. Il y a beaucoup de raisins dans le sac, là, à la défense du sac de raisins, mais c'est quand même 16 pour des raisins. À un moment donné, est-ce que vous pensez, vous qui connaissez ce milieu-là, que les clients québécois, puisque c'est ceux que vous connaissez même davantage, ils ne pourraient pas, à un moment donné, se retourner complètement contre les gros épiciers. Vous parlez des petits épiciers, puis s'organiser pour aller dans les petites épiceries de quartier pour contester ces prix-là. Ben moi, je l'encourage. Je l'encourage parce que souvent, ce que je remarque en parlant aux gens, c'est on prétend que petit veut dire plus cher. Mais c'est pas tout à fait vrai, là. Quand on commence, quand on prend le temps de visiter de petits marchands, des marchands indépendants, on s'aperçoit qu'il y a quand même de très bonnes aubaines. Et puis, ce qu'on remarque depuis la COVID, c'est que de plus en plus, les gens vont non seulement avoir qu'un seul magasin traditionnel où ils visitent régulièrement, mais ils vont avoir un portfolio de plusieurs magasins, là. Donc, un magasin traditionnel, magasin à rabais, un Costco là-dedans et un marchand indépendant aussi. Et j'encourage les gens de visiter les indépendants parce que ce sont eux qui offrent deux choses qu'on ne trouve pas ailleurs, des produits différents et souvent des produits moins chers, pas plus chers. Non, ben, je confirme que si vous allez vous promener, par exemple, sur la rue Ontario, que vous habitez dans Hochelaga, vous avez quelques options pour faire l'épicerie. Il y a le Super C, il y a le Maxi qui est plus haut sur Sherbrooke. Vous avez l'épicerie, vous avez deux épiceries métro, mais les meilleurs prix pour des fruits, des légumes, c'est dans les petites épiceries de quartier. Là. Vous allez trouver 4 mangues pour 5 alors qu'à l'épicerie chez Métro, elles sont vendues 2 la mangue. Donc, il suffit de chercher. Puis il faut, comme vous le dites, je pense, laisser tomber certains mythes. Hein? On pense que parce qu'on est chez un grossiste, qu'ils ont plus de stock et qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Ben non, au contraire, il y a une philosophie d'entreprise, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, qui est à les gens n'ont pas le temps, mais ce que je suggère aux gens, c'est de gérer ce portfolio de magasins-là et aller visiter certains magasins sur 2-3 semaines, par exemple. Donc, la fruiterie du coin, on peut la visiter. Évidemment, on ne peut pas la voir à toutes les semaines, mais à toutes les 2-3 semaines, ça vaut la peine parce qu'on va épargner énormément. Merci beaucoup, M. Charlebois. Au plaisir. Nick,
Toujours intéressant, Sylvain Charlebois, par ailleurs. Oui, tout à fait. Ben, en fait, moi, c'est drôle parce que ça fait des années que je le vois, puis je me dis, il est spécialiste là-dedans, lui, les prix à l'épicerie, puis comment ça se passe, les dynamiques entre les entreprises. Moi, je le vois, puis ça sent le rayon des surgelés ou des fruits et légumes. J'entends la petite musique, le bruit des roues du carrosse dans l'allée. C'est Monsieur Épicerie. Oui, vraiment. Mais plus sérieusement, il parlait de questions philosophiques. Ça en est une, mais en tout cas, c'est une question politique. C'est-à-dire que tu l'as bien établi, puis Sylvain Charlebois aussi, en début d'entretien. Aux États-Unis d'Amérique, là, il y a un patriotisme assez fort, assez puissant, qui fait que, à ce jour, ces grandes entreprises-là ont décidé de leur propre chef, pratiquement. Je comprends, là, sous une certaine menace de M. Trump, mais pourquoi la menace a-t-elle marché? Bien, c'était sous peine d'avoir l'air pas assez patriote. Ils ont décidé eux-mêmes d'absorber le coût des tarifs. Au Canada, au Québec, on ne fait pas ça. Ben non, mais c'est on ça n'a pas cette fibre-là, tout simplement. Ce qui nous ramène au 51e État. Le Canada est un 51e État américain qui n'a pas le cran, le courage, la volonté, la culture pour se battre véritablement contre son absorption par les États-Unis d'Amérique. Le Québec est un cas particulier. Là. On est un peu perdu là-dedans, entre deux feux, mais on a quand même, nous aussi, ce déficit de patriotisme qui fait que nos grands épiciers vont quand même pas absorber des tarifs juste parce qu'on est dans une guerre à finir contre les États-Unis d'Amérique. Là. Non, mais c'est ça, mais il faut quand même préciser, effectivement, l'économie américaine est minimum 10 fois plus grande que l'économie canadienne, donc les grandes entreprises ont des moyens de production supérieurs. Walmart a de l'argent, hein? Ça, c'est sûr. Mais c'est le plus gros employeur privé aux États-Unis, à ma connaissance. Ah, c'est pas des associés? Je pensais que c'était des associés, non pas des employés. Oui, écoute, moi, je suis un petit peu moins naïf que toi. Oui. Non, mais c'est un vrai problème. C'est un problème patriotique, effectivement. Si Métro est un fleuron québécois qui a acheté Jean Coutu, fondé par un Québécois, des grandes entreprises québécoises, on devrait... Tout en effaçant son accent aigu sur son E, hein, pour faire plus, je sais pas quoi d'ailleurs. Là. C'est la question, donc, de la croissance. Si tu veux passer ta marge de profit à 3 %, la descendre à 2,9 sur ton conseil d'administration, tu as un gars qui vient de la Suède, tu as un gars qui vient des États-Unis, de Washington, de Toronto, Ontario. Eux autres, ils veulent rien savoir. Là. C'est pas une priorité pour eux. Non. Alors, nous, on casque. Tout ça pour dire, et pour boucler la boucle sur la question politique, ben on est-tu bien avec Carney, hein? Parce que finalement, on devait être protégé contre cette tempête des tarifs. Ah, ben tiens donc, les raisins coûtent 16 $ le sac. Et puis plein d'autres choses. Là, dans l'article de la presse aujourd'hui, des augmentations sur le café, c'est exponentiel. Alors, ben regardons ça marche pas. On n'est pas si protégé que ça. L'homme invisible n'est pas efficace. Ben non, c'est curieux. Le banquier providentiel. Bon, tu restes avec moi. On parle de politique au retour. D'accord.